Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. Dans la dernière partie du cours de cirrhose, aujourd'hui on va aborder la prophylaxie secondaire dans cette sixième et dernière partie. C'était un cours qui a été un peu long, mais c'était un cours très important. On a vu que les complications et les conséquences sont néfastes peuvent survenir, bien, ils peuvent mener à carcinose hépatocellulaire, une insuffisance hépatique sévère, encéphalopathie hépatique et même parfois le décès. Donc, comme d'habitude, vous allez trouver tous les supports utilisés dans les vidéos dans la description à télécharger. Je vous invite toujours à abonner, chers amis, afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos vont atteindre le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, prophylaxie secondaire, ce que ça veut dire, on avait vu précédemment que dans la phase avant le saignement, ça c'était nommé la prophylaxie primaire. Si l'hémorragie a s'installé, on n'a que recours au traitement d'urgence. Après ce saignement-là, on doit administrer la prévention de la récidive ou ce qui est nommé la prophylaxie secondaire. Donc la prophylaxie secondaire, c'est la prévention de la récidive. Elle se fait après la phase de saignement. Leur but, c'est de prévenir le décès malheureusement par une rupture, une deuxième fois des varices œsophagiennes, une deuxième hémorragie. Ça peut être fatal. Donc ça, c'est le rôle de la prophylaxie secondaire. Commençons premièrement par la prévention de la récidive. Toujours, on a le recours premièrement au traitement médicamenteux. On répète, c'est les bêta-bloquants à utiliser chez un patient qui n'a jamais reçu de bêta-bloquants. S'il existe une intolérance, un échec, une contre-indication aux bêta-bloquants, je répète, les bêta-bloquants sont néphrotoxiques. Parfois, ils causent encéphalopathie hépatique. Ça, on a vu précédemment dans les complications. Donc, on n'a que le recours en dernier plan au traitement endoscopique. Traitement endoscopique, il est posé sur la ligature élastique, la sclérothérapie et la colle biologique. Elle se fait sur plusieurs séances pendant 2 à 3 semaines jusqu'aux éradications de ces varices-là. Donc, premièrement, traitement avec les bêta-bloquants. Si ça marche pas, traitement endoscopique, ligature élastique, sclérothérapie, colle biologique pendant plusieurs séances. Et là, vous voyez ça, c'est la technique de la ligature élastique. Donc la technique, elle se fait selon ces 6 étapes. Premièrement, c'est le repérage de ces varices œsophagiennes. On les repère endoscopiquement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire? L'aspiration de cette varice. Donc, on aspire les varices l'une par l'autre. L'aspiration, après cette aspiration, après qu'on aspire totalement les varices, qu'est-ce qu'on va faire? Le largage élastique est là. Et ça finit la séance par cet aspect-là. Ça est l'aspect de ligature élastique des varices œsophagiennes. Donc, ça c'est illustré dans le schéma. Là, sont des images endoscopiques. Premièrement, repérer, aspirer, le largage élastique. En fin de séance, on a cet aspect-là, des varices qui sont ligaturées afin d'éviter leur saignement. Donc, qu'est-ce qu'il va se faire? Donc, la diminution du débit sanguin au niveau de ces varices, de ces parois-là, il va résulter une nécrose. Et cette nécrose, elle va donner l'ulcération post-ligature. Et ça, c'est notre but, c'est d'éviter de laisser ces varices-là libres. Notre but, c'est la ligature élastique, provoquer la nécrose, l'ulcération post-ligature de ces varices-là afin d'éviter la récidive de leur saignement et éviter la mortalité. Ça, c'est notre illustration de la technique de ligature élastique. Là, c'est l'injection de colle biologique sur varices œsophagiennes, ou bien des varices gastriques. Donc, ça, ce sont des varices sous-cardiales. Plutôt sous-cardiales, on a le recours dans ce cas-là à l'injection de colle biologique afin de provoquer, bien prévenir le saignement de ces varices, soit œsophagiens, soit gastriques. Donc, premièrement, pour les varices, la meilleure technique, c'est la ligature élastique.
Ça, c'est la sonde de Blackmore. Elle est utilisée pour tamponiser. Donc, c'est une sonde de tamponnement. Donc, premièrement, les bêta-bloquants. Si ça marche pas, notez bien la ligature élastique, sclérothérapie et de la colle biologique. Ça, c'est à retenir. C'est 6 étapes. Repérage, aspiration, largage, fin de séance de cet aspect-là des varices qui sont ligaturés. On provoque quoi? La nécrose et l'ulcération afin de éviter la récidive des saignements des varices. Donc j'espère que c'est clair, premièrement pour les varices et de la ligature élastique. Maintenant, on va passer deuxièmement aux shunt portosystémiques. Donc c'est le TIPS. Donc TIPS, c'est l'abréviation de Transjugular Intrahepatic Portal Shunt. Donc là, on va faire quoi? Un shunt, comme le nom indique, c'est le shunt transjugulaire intrahépatique. On avait dit que le bloc intrahépatique, c'était parmi les causes. Puis la cirrhose, elle a été à cause du bloc intrahépatique et ça va donner, bien, ça va provoquer de l'hypertension portale. Ce qu'on va faire, on va créer le shunt. Notez bien, le TIPS, il est utilisé afin d'éviter l'hypertension portale pour favoriser, quand vous voyez là, les flèches, le flux veineux et le retour veineux vers l'oreillette droite. On a le recours au TIPS. Ça, c'est à retenir. C'est parmi les mesures de prévention contre les complications de l'hypertension portale. Donc, deuxième complication, l'hypertension portale. Premièrement, c'est le TIPS et il a des inconvénients. C'est, notez ça bien, le TIPS peut provoquer, s'il n'est pas mieux administré, il peut provoquer l'encéphalopathie hépatique. Il va favoriser là la revenue ou bien le retour veineux du sang qui est toxique, qui est chargé des métabolismes et des toxines. Et ça va provoquer l'hypertension portale. Donc, le TIPS, c'est à administrer ou bien c'est une méthode à faire avec prudence. Deuxièmement, notre méthode chirurgicale pour traiter l'hypertension portale, c'est l'anastomose portocave. Il existe 4 voies. L'anastomose portocave terminolatéral, comme illustré. On note deuxièmement l'anastomose latérolatérale, l'anastomose mésocave et l'anastomose splénorénale distale. Donc ça, c'est à retenir. 4 méthodes chirurgicales ou bien 4 voies. Terminolatéral, latéro-latéral, mésocave et splénorénal distal. Donc tout ça, ce sont des déviations, donc des anastomoses, afin d'éviter des complications de l'hypertension portale, l'augmentation de la tension en le trompe-porte. Dernièrement, est la technique de choix. Donc c'est la technique de dévascularisation et c'est à retenir. Donc comme traitement chirurgical, la méthode de choix, c'est la technique de dévascularisation. Elle se base sur 5 étapes. Premièrement, la splénectomie. Dévascularisation. Donc, premièrement, la splénectomie, on va enlever la rate. Deuxièmement, la dévascularisation du bas de l'œsophage. Troisièmement, la transection et le réanastomose du bas de l'œsophage. Quatrièmement, la dévascularisation de la grande et de la petite courbure gastrique. Et dernièrement, cinquièmement, comme mieux illustré là, c'est de la pyloroplastie. Donc, la splénectomie premièrement, dévascularisation du bas d'œsophage, transection de ce dernier, bas d'œsophage, dévascularisation de grandes et de petites courbures. En quatrième étape, dernièrement et cinquièmement, la pyloroplastie. Je répète, c'est la technique de choix, c'est la technique de dévascularisation, le traitement chirurgical, la meilleure méthode de traitement de choix pour prévenir les séquelles de l'hypertension portale. J'espère que c'est clair pour la deuxième complication, c'est l'hypertension portale. Et on va aborder le traitement, la prophylaxie secondaire de l'acide. Donc, c'est, on a une décompensation acidique. Le traitement là, c'est de balancer, donc administrer un balance sodé qui est négatif. Donc, à noter, le traitement de l'acide, il est basé premièrement sur un régime sans sel qui est strict. On va aborder ça avec détail dans la conduite à tenir devant un acide. L'administration du diurétique, c'est le spironolactone et les furosimides. Si échec,
Donc, on utilise la ponction évacuatrice, et on a le risque malheureusement de risque septique, infection du liquide acide. On a le recours aussi au TIPS et même dans dernier recours à la transplantation hépatique. Donc, notez bien le traitement de l'acide, un régime sodique et négatif, un régime sans sel, la diurétique, à noter spironolactone furosémide, et parfois on a à noter aussi de la ponction évacuatrice de l'acide. Ce qui concerne la surveillance du traitement, ça c'est à noter, il peut s'agir question d'examen dans vos cas cliniques après votre conduite à tenir, après un régime sodé négatif, un régime sans sel, les diurétiques et la ponction évacuatrice. Vous allez suivre votre patient selon ces 5 critères. Premièrement, le poids, la diurèse, les signes d'encéphalopathie hépatique, la tension artérielle et les signes de déshydratation. Donc, si on vous pose la question, quels sont les paramètres à suivre pendant un traitement d'acide? Premièrement, le poids, tous les jours. Chaque jour, on va peser notre patient. Le poids, c'est le premier indicateur de la régression de l'acide, la diminution de l'abondance du liquide acide. Deuxièmement, la diurèse. Notez bien les signes de l'hypertension, plutôt les signes d'encéphalopathie hépatique. Chaque jour, aussi rechercher la tension artérielle et les signes de déshydratation. C'est 5 paramètres qui sont à retenir pendant la surveillance d'un traitement diurétique chez un patient qui est en train de souffrir d'acide. L'évolution de l'acide, donc sous traitement, on a 3 possibilités. Soit une bonne réponse, ou bien une acide qui est intraitable malheureusement, ou bien l'acide qui va être réfractaire, donc qui va résister au traitement. Le premier cas qui est le plus favorable, donc une bonne réponse, elle va se manifester comme on a vidé par une perte pondérale, donc de 0,5 kg par jour, je répète tous les jours. La durée qui va se normaliser, donc 1 à 1,5 litre par jour. Une bonne tolérance au traitement. Les diurétiques, je répète, sont néphrotoxiques. Ils peuvent provoquer lui-même, je répète, l'encéphalopathie hépatique. Et avec une tension artérielle qui est normale, pas de signe de déshydratation, pas de signe d'encéphalopathie hépatique. Ce sont les critères de bonne réponse et ce sont les mêmes critères de surveillance d'un traitement antidiurétique d'un patient acidique. C'est à retenir, je répète. Deuxièmement, on a l'acide qui est intraitable. Malheureusement, c'est par l'apparition des effets secondaires qui sont liés au traitement au diurétique. On est obligé d'arrêter le traitement, malheureusement. Là, c'est de l'acide qui est intraitable. Donc, les diurétiques, ce sont des molécules à jouer avec, sont à administrer avec prudence, une surveillance quotidienne, donc, afin d'éviter les effets secondaires qui sont néfastes. Troisième cas, on a l'acide qui est réfractaire. Donc, c'est la persistance de l'acide malgré un traitement avec une posologie qui est maximale. Du spironolactone à maximum dose, c'est de 400 mg par jour. Et les furosémides à 160 mg par jour. Là, malheureusement, on a l'acide qui est réfractaire, qui n'a pas répondu au traitement. Donc, notez bien, arrêtez le traitement si effet secondaire. Suivre votre patient quotidiennement sur les paramètres qu'on a déjà cités. Ils sont à retenir. Dernier critère pour l'acide, c'est quand faut-il arrêter les diurétiques. Et ça, c'est à retenir. Ce qui est en rouge, je répète, sont des notions à retenir et bien sûr des questions fréquentes d'examen. Donc, premièrement, ces 10 signes sont à retenir. Donc, premièrement, devant une perte pondérale qui est supérieure à 1 kg par jour. Là, il faut arrêter les diurétiques, le risque de déshydratation. Deuxièmement, la diurèse qui est supérieure à 2000 cc par jour, plus de 2 litres par jour. Il faut arrêter, je répète, les diurétiques. Devant une encéphalopathie hépatique, une hypotension qui est très importante. Les diurétiques sont des hypotenseurs. Devant une hypotension importante, on doit arrêter les diurétiques.
devant une déshydratation. S'il existe un assèchement de l'acide, donc il ne faut pas assécher totalement l'acide ou bien du liquide péritonéal. Donc s'il existe assèchement, c'est pas notre but, c'est pas d'assécher totalement, c'est de faire revenir à l'abondance normale de l'acide de 100 millilitres. C'est le normal, c'est les valeurs physiologiques du liquide péritonéal. Devant une insuffisance rénale, les diurétiques sont néphrotoxiques, hypo ou hypercalémie, hyponatrémie sévère, les diurétiques sont hyponatrémiants. Donc ça, c'est de la physiologie. Bien, mécanisme de la pharmacocinétique des diurétiques. Donc ce sont des hyponatrémiants. Et dernièrement, s'il existe une infection du liquide acide, il faut arrêter le traitement diurétique. Donc ça, ces 10 signes-là, ces 10 critères, ils sont à retenir par cœur. Quand faut-il arrêter les diurétiques? J'espère que c'est clair pour le traitement de l'acide. C'est très important et on va aborder ça avec détail dans la conduite à tenir devant une acide. Troisième complication, le traitement de l'encéphalopathie hépatique. Donc, premièrement, il faut traiter les facteurs déclenchants, qui sont l'hémorragie, contrôler l'hémorragie, traiter le foyer infectieux. Donc, on avait dit que les causes, bien les facteurs déclenchants de l'encéphalopathie, c'est l'hémorragie, l'infection, le choc septique, les diurétiques, je répète, et la déshydratation majeure. Donc, premièrement, contrôler l'hémorragie, comme on a vu précédemment, traiter les foyers infectieux, prévention contre l'infection du liquide acide, arrêter le diurétique. S'il existe des signes d'encéphalopathie hépatique, je répète l'importance de la plaque précédente. Réhydrater et corriger les troubles ioniques. Une hypo ou hypercalémie peut lancer peut-être un facteur déclenchant d'une encéphalopathie hépatique. Deuxièmement, comme traitement spécifique à l'encéphalo-hépatique, c'est à retenir, c'est du lactulose. Donc, c'est pour lutter contre la souffrance du parenchyme cérébral à cause de l'hypoperfusion. Premièrement, le lactulose, donc deux comprimés 3 fois par jour. Et l'antibiothérapie prophylactique contre l'infection, je répète, du liquide acide qu'on a vu précédemment. Donc, soit les néomycines ou bien du métronidazole pour lutter contre les bacilles à gram négatifs, comme on a vu dit précédemment. Donc, l'encéphalopathie hépatique, faites attention, arrêtez les diurétiques, administrer le lactulose, prévenir l'infection qui peut aggraver. Un choc septique peut aggraver l'encéphalopathie hépatique. Passons à d'autres complications, c'est le carcinome hépatocellulaire. Comment traiter le carcinome hépatocellulaire qui va survenir sur cirrhose? Donc, tout patient cirrhotique, on répète, il doit subir un dépistage tous les 6 mois qui est basé, je répète, sur l'échographie et le dosage d'alpha-fetoprotéines. Confirmer s'il existe le carcinome hépatocellulaire, comme on va aborder, c'est par l'anatomopathologie et votre conduite à tenir, c'est selon l'extension. Donc, parmi les critères du carcinose hépatocellulaire, c'est qu'il est envahissant, il va envahir structure de voisinage. Donc, la conduite à tenir peut, devant un CHC qui est de petite abondance, on peut administrer un traitement qui est curatif, c'est-à-dire la transplantation qui est hépatique. On va aborder ça avec détail dans les tumeurs malignes du foie. Et malheureusement, lorsqu'il existe une lésion qui est étendue, on n'a que le traitement palliatif. Donc, à retenir les critères de petite et de lésion qui est étendue. Donc, une lésion qui est de petite taille, donc c'est la taille qui est inférieure à 5 centimètres. Là, c'est un inférieur à 3 et T inférieur à 3 centimètres. N'importe qui n'est pas envahi par ce carcinome hépatocellulaire et bien sûr les métastases, l'absence de métastases. Donc là, on peut administrer un traitement curatif par la transplantation hépatique.
Malheureusement, si la lésion est étendue, donc tumeur plus de 3 centimètres de taille, plus de 3 ganglions qui sont envahis, une thrombose de la veine porte ou métastase. Donc on n'a que le recours au traitement palliatif. C'est la chimio-embolisation, radiofréquence et l'alcoolisation. Ce sont juste des traitements palliatifs. Malheureusement, là, la lésion, elle n'est pas curable. Donc, à noter les critères de l'évaluation de l'extension du carcinome hépatocellulaire. Là, vous voyez un traitement palliatif par la chimio-embolisation, un cathéter. Et vous voyez là la tumeur qui a provoqué la thrombose des veines ou bien des artères hépatiques. C'est un cathéter pour administrer la chimio-embolisation. Aussi, n'oubliez pas le rôle des virus alphabétiques. Et c'est dans la genèse du carcinome hépatocellulaire. C'était parmi les premières causes de cirrhose. Et même, ce sont des virus qui sont oncogènes. Donc, traitement étiologique, lutter contre, ou bien traiter l'infection virale B. Une infection virale B qui, face à la chronicité, c'est du mauvais pronostic. Elle peut causer des lésions dégénératives. Elle peut s'évoluer vers cirrhose ou bien plutôt vers plus grave d'un carcinome hépatocellulaire, une tumeur maligne du foie. Donc, lutter contre les infections virales B chroniques, aussi les infections ou bien les hépatites C. On va aborder ça avec détail dans le cours des hépatites. Heureusement, les hépatites C, le traitement il est très efficace. Vous voyez là, le score de guérison peut aller jusqu'au 75% des cas. Et dernièrement, la transplantation hépatique. Donc, en dernier plan, donc un greffon, il doit être un membre ou bien une personne de même groupe sanguin. Ça, c'est à retenir. Le donneur, il peut être un donneur vivant, donc lien de parenté ou bien sur donneur cadavrique. Les indications de la transplantation hépatique, c'est l'insuffisance hépatique au stade terminal, l'acide qui est réfractaire au traitement, comme on a vu précédemment, l'hémorragie digestive et avec échec de traitement endoscopique et une cirrhose avec une petite carcinose hépatocellulaire. Donc, tout ça, c'est à retenir. L'indication d'une transplantation hépatique. Il peut s'agir d'une question d'examen, je répète. Donc, les indications, premièrement, le donneur ou bien le greffon, c'est du même groupe sanguin. Premièrement, les critères ou bien les indications, c'est l'insuffisance hépatique terminale, l'acide réfractaire, l'hémorragie digestive avec récidive, échec de traitement endoscopique et la cirrhose ou bien carcinome hépatocellulaire qui est inférieur à 5 centimètres, comme on a vu précédemment, on peut faire un traitement curatif avec dernier recours qui est la transplantation hépatique. On finit avec la conclusion. Premièrement, la cirrhose, c'est une pathologie fréquente. C'est pour cela qu'on a insisté sur ce cours. Notez bien le rôle des virus alphabétiques B et C dans la genèse de cirrhose, même de l'oncogénèse. Troisièmement, le diagnostic, il est histologique, comme on avait dit. C'est l'existence d'une fibrose qui est étendue avec des nodules de régénération. Tous ces points forts-là sont à retenir. Basez-vous aussi sur les complications. Le taux de mortalité, il est important. Dans les cirrhoses, les complications sont mortelles, soit de l'hémorragie, soit de l'encéphalopathie hépatique et même l'insuffisance hépatique au stade terminal. Donc, lésion précancéreuse, notez bien tout patient qui est cirrhotique. Donc, ce sont des messages à retenir d'après ces 6 parties. Une lésion précancéreuse, un patient qui est cirrhotique, c'est le dépistage systémique avec l'échographie tous les 6 mois, échographie abdominale tous les 6 mois avec le dosage d'alpha-fetoprotéine à retenir. Dernièrement, si ça marche pas, c'est la transplantation hépatique qui est le traitement de dernier recours, la compatibilité sanguine, les critères, comme on avait vu les indications de la transplantation hépatique, c'est à retenir. Et bien sûr, c'est la prévention avant tout. Il faut, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc ça, ce sont des messages à retenir d'après ces 6 vidéos. Je vous remercie, chers amis, pour votre attention.
Je vous souhaite le bon courage dans vos préparations. Je vous rencontrerai très prochainement dans d'autres cours. Merci une deuxième fois et à la prochaine.